Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Daniel Toning, écrivain. Ils sont toujours avec nous, nos chers éditorialistes, Alfred Thiong'o et Daouda Tall. Septième plan de réponse humanitaire au Niger. Le Premier ministre Brégui Rafini a procédé lundi à son lancement. Un plaidoyer en vue de mobiliser les ressources nécessaires permettant d'assister les populations dans le besoin. On fait le point dans ce sujet à Doumo Kalsomba. Dans le cadre de son programme d'aide au développement, l'État nigérien sollicite un financement estimé à 271 millions de dollars, soit 136 milliards de francs CFA, en vue d'assister les populations. Ce plan de réponse humanitaire va concerner plus d'1,5 million de personnes. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la situation humanitaire, notamment alimentaire dans la région de Difa, est délétère. La zone a besoin de 70 milliards de francs CFA pour que les projets ciblés puissent être rapidement mis en œuvre et avoir un impact réel sur le terrain. Le Niger est dans une situation assez difficile et liée justement à ces conflits armés qui nous perturbent. Et en tout cas, que ce soit du côté du Mali, du côté de la Libye ou de l'Est où sévissent les bandes terroristes de Boko Haram. Et évidemment, il y a des situations de crise alimentaire, des situations d'insécurité et de déguerpissement des populations entières qui se posent. Et par conséquent, et évidemment, c'est tout à fait normal que l'État demande aux bailleurs de fonds de l'aider pour faire face à ces questions humanitaires d'urgence. Au-delà de nombreux défis sécuritaires émanant des pays frontaliers comme la Libye et le Mali, le Niger est également confronté à des catastrophes naturelles qui favorisent la famine. Une réforme et une dynamisation du secteur agricole et pastoral pourraient régler la problématique de la famine dans le pays si l'on sait que le Niger a de nombreuses potentialités dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Il faut agir aussi bien au niveau, si vous voulez, des politiques budgétaires et fiscale qu'au niveau, si vous voulez, des politiques monétaires pour pouvoir accompagner. Et le Niger a de nombreuses potentialités sur le plan agricole et sur le plan pastoral. Pour qui connaît l'intérieur du Niger, la région de Difa, la région de Zender, la région d'Agadez, nous avons plus de 2000 cuvettes oisiennes. Une seule cuvette vous fait plus de 100 hectares. Avec l'eau pratiquement à la surface du sol. Et ces cuvettes-là, elles sont sous-exploitées. On a parlé de l'île vert. Et le lac Tchad lui-même, aujourd'hui, qui est pratiquement vidé de ses populations, et il y a de nombreuses îles qui sont très viables à l'agriculture. En 2016, le taux d'inflation s'était établi à 2%. Selon le Fonds monétaire international, les perspectives 2017 s'annoncent identiques avec une estimation de 2%. La croissance est quant à elle estimée à 5,7% du produit intérieur brut en 2017. Monsieur Toning, aujourd'hui le Niger sollicite 271 millions de dollars de la part des organisations humanitaires et de tous ses partenaires. Est-ce que c'est un pari tenable d'après vous ? Là, c'est une très bonne question. S'il demande de l'argent, je suppose qu'il sait comment rembourser cet argent-là plus tard. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais est-ce que le pays n'aurait pas pu faire autre chose pour prévenir, en tout cas, cette crise humanitaire ? Vous savez qu'on n'est pas toujours dans la prévoyance. On vit au jour le jour. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui l'Afrique a certains problèmes. C'est une conception de la vie qu'il faut changer dans ces pays-là. Et on aime bien l'aide. Et on oublie toujours que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui demande. Alors il faut renverser la tendance, être ceux qui créent pour pouvoir éviter de telles situations. Et pour pouvoir créer, il faut se faire confiance aux autres. Parce que la confiance dans le peuple africain, lorsqu'on crée, n'est pas toujours de mise. Alors, c'est chacun pour soi. Donc, il faut revenir ou bien inventer de nouvelles pratiques qui permettraient, dans l'avenir, d'éviter ce type de choses. Mais Daouda, comment le Niger en est arrivé là aujourd'hui? Il demande 271 millions de dollars. Pourquoi?
Bon, pourquoi? Parce que d'abord, bon, les conditions climatiques, hein, avec les changements climatiques, on sait très bien que le Niger, c'est une zone, on va dire, agro-pastorale. Bon, ces derniers temps, l'agriculture a pris un sacré coup, étant donné que là, on parle de sécurité alimentaire pour cette enveloppe, justement. À cela s'ajoute la crise avec Boko Haram du côté de Difa. Apparemment, Difa représente également la région qui est la plus touchée. Je pense qu'il y a un autre facteur qui du coup est un facteur culturel également. Le Niger est quand même l'un des pays qui a le plus fort taux de natalité en Afrique. Si je ne me trompe de mémoire, presque 8 enfants par femme. Oui, voilà, 7 ou 8 enfants par femme. Donc je pense qu'il faut aussi... En famille, hein. Voilà. Oui, oui. Je pense que... c'est quoi la démographie? Quel problème pose cette enfin, loin de moi démographie? de critiquer cette démographie. Je pense que c'est une chance s'il y a une bonne gouvernance et si les dirigeants savent... Mais pour le cas de figure du Niger dont on parle là, qu'est-ce que cette démographie fait? Cette démographie fait que vous avez plus de bouches à nourrir. Si vous avez une sécheresse récurrente qui vient et qui revient, si vous n'avez pas l'autosuffisance alimentaire, ça pose totalement au problème. Il vous faut importer. Importer, il faut avoir des devises pour le faire. Et bon, le Niger n'exporte pas beaucoup non plus en termes de transformation. C'est là où le bas blesse quand même, parce que justement, nous parlions de prévoyance, de prévision, de vision. C'est un phénomène récurrent au Niger. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais depuis tout ce temps-là, aucun chef d'État nigérien n'a essayé de réfléchir justement à dire mais voilà, nous connaissons des problèmes d'aléas climatiques, de sécheresse, etc. Qu'est-ce que nous faisons pour ces agro-pastoraux, ces agriculteurs? Quelle est la planification que nous mettons en place pour éviter justement qu'on en arrive à ces genres de situations d'insécurité alimentaire? Recourir tout le temps à l'aide, ça finit par décourager plus d'un, et puis ça ne motive même plus ces populations qui se disent nous allons attendre l'aide qui va venir des institutions internationales, et puis basta. En tout cas, au Sénégal, ce sont les PME qui, elles, meurent dès la première année de leur existence. C'est un taux qui s'élève à 65%. Le secteur privé, qui crée 30% d'emplois, est de plus en plus menacé. Les petites et moyennes entreprises, les PME, ont une courte durée de vie sur la chaîne des activités économiques du pays. On va comprendre davantage cette problématique dans ce sujet d'Idelat Mirabel-Bissou. Au Sénégal, 60% des PME, petites et moyennes entreprises, meurent dès leur première année de création. Des chiffres rendus publics lors du dernier panel de la rencontre des entrepreneurs RDE, le secteur privé sénégalais, qui est composé à 90% de PME, contribue à hauteur de 20% au produit intérieur brut. C'est un secteur pourvoyeur de débouchés qui concentre 30% des emplois créés dans le pays. Le secteur privé est relativement dynamique dans le domaine du secteur primaire, donc dans l'agriculture. L'agriculture, l'essentiel des producteurs, ce sont des Sénégalais. Maintenant, dans le domaine du commerce aussi, vous avez un secteur privé sénégalais très dynamique. Peut-être que c'est dans le domaine du secteur secondaire, donc l'industrie, où il y a encore des efforts à faire pour pouvoir bâtir une classe entrepreneuriale digne de ce nom. Les chefs d'entreprise soulignent entre autres obstacles qui entravent l'épanouissement des PME au Sénégal, les impôts et les taxes élevées, l'approvisionnement en énergie dans certaines localités, le difficile accès à la commande publique et au crédit bancaire classique, ainsi que l'approvisionnement en matières premières. La contrainte de financement, d'ailleurs, c'est le facteur majeur, à côté peut-être de l'étroitesse du marché, parce que pour pouvoir survivre, il faut, après avoir produit, vendre. Et très souvent, la PME est confrontée à la concurrence de produits importés, pour l'essentiel, qui viennent des pays
comme la Chine. Le taux de mortalité élevé chez les petites et moyennes entreprises au Sénégal a toujours inquiété les pouvoirs publics et les acteurs du secteur. D'ailleurs, en 2014, une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie estimait à 855 le nombre de PME qui ont affirmé pendant l'enquête avoir cessé leurs activités. Selon le dernier recensement, le Sénégal compte 7000 PME-PMI formelles et près de 250 000 inscrites au numéro d'identification national des entreprises et des associations. Pour mieux prendre en compte les préoccupations des PME, le processus de recensement général des entreprises a été lancé en août 2016 au Sénégal. Alors Daouda, on vient de le voir, hein, 18%, c'est le taux en Afrique du Sud. Les entreprises, ce taux de mortalité est d'environ 18% en Afrique du Sud. Au Sénégal, on en est à 65%. Comment expliquer ce gap ? Bon, je pense que l'économie sud-africaine est beaucoup plus préparée, beaucoup plus diversifiée pour les PME. Et puis bon, quand on parle de PME, la fourchette, elle est large. Hein. Il y a même des industries, etc. Mais je pense que dans le cas du Sénégal, on devrait dire plutôt les TPE, les très petites entreprises. Je pense que c'est celles-là qui meurent réellement. Mais ce n'est pas les grandes industries, etc., qui sont quand même classées petites et moyennes entreprises. Parce que, bon, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place récemment. La BNDE, la Banque nationale de développement économique, le fonds GIP, le fonds de garantie des investissements. Est-ce que c'est suffisant ces fonds? Est-ce qu'ils donnent réellement les fonds? Et est-ce que ce n'est pas très difficile d'avoir accès à ces fonds? Justement, c'est ça le problème. Déjà, l'enveloppe n'est pas très consistante. Et puis, il faut l'accompagnement. Il y a une agence, l'ADPME, qui accompagne les petites et moyennes entreprises. Mais je trouve que l'accompagnement se limite parfois à la comptabilité, etc. et pas à l'approche sectorielle. Est-ce qu'on aide tous ces jeunes, ces start-up qui poussent pour aller de l'avant? C'est là où le bas blesse. Accès au financement, parfois à la formation, et il faut aussi croire en notre jeunesse. Moi, je crois que ça fait défaut également. Il y a aussi le système bancaire qui est un peu frileux. L'accès à ces financements est très problématique, Alfred. C'est vrai, Diarra, mais le gouvernement sénégalais a mis en place quand même des dispositifs pour financer et accompagner, en dehors des banques commerciales, des banques traditionnelles. Mais le vrai problème, il est ailleurs. C'est-à-dire, quand on regarde un petit peu ici, l'accompagnement ne doit pas... Parce qu'on sait que c'est durant les 2, 3, 5 premières années qu'une entreprise joue sa vie. Et que donc, il faut soutenir, il faut accompagner jusqu'au bout pour stabiliser. Au bout de 5 ans, effectivement, la très petite moyenne entreprise ou la petite moyenne entreprise peut survivre. Donc il faut effectivement que l'accompagnement ne s'arrête pas uniquement à savoir monter les dossiers, à obtenir des financements et puis après on vous laisse tout seul sans savoir ce qui se passe après. Donc la question de la performance de ces très petites moyennes entreprises doit être accompagnée, doit être soutenue, leur compétitivité aussi. Monsieur Toneng, dites-nous, qu'est-ce que vous envisagez pour ces TPE ou PME en Afrique, particulièrement au Sénégal? Je pense qu'il faut supprimer les taxes pour ces entreprises, au moins sur une période d'année de 6 ans. Il faut aussi, à mon avis, bien les accompagner et faire de ces secteurs où ils sont un domaine réservé, un secteur réservé, parce qu'ils subissent aussi de la concurrence, que ce soit du fermel ou d'autres industries. Merci à vous, en tout cas, pour toutes ces précisions. Merci donc à Monsieur Daniel Toneng, écrivain. Merci à nos 2 éditorialistes, Alfred Thiango ainsi que Daouda Tall. Remerciements également à vous, chers téléspectateurs. Demain, on se retrouve ce vendredi pour un dossier spécial consacré aux infrastructures construites dans le cadre des Jeux africains de Brazzaville, en République du Congo. Restez sur Africa 24, l'actualité du continent se poursuit sur notre antenne.